Alors, je suis vers la 100. 100. Les gens ont... Non, d'accord, je m'éloigne. Donc, j'ai généralement au niveau de mes cours, je place ce qu'on appelle des objectifs, c'est-à-dire c'est ce que j'attends de vous le jour de l'examen. Au moment de l'évaluation, c'est les résultats attendus après le cours. Donc, j'ai essayé de citer certains objectifs pédagogiques. Donc, je dis, à la fin du cours, l'étudiant doit être capable de, et j'énumère les objectifs. Normalement, vous devez savoir pouvoir définir la parasitologie en tant que discipline et comprendre tous les rouages qui s'installent entre les parasites et le malade et qui font la particularité de cette discipline-là. Deuxième objectif, vous devez comprendre la parasitologie dans son esprit, dans son ensemble. C'est quoi cette parasitologie? Vous devriez être capable de définir le mot parasite. C'est quoi un parasite? C'est quoi un hôte? Et à travers ces deux mots, hôte, parasite, il y a un autre concept, une autre idée qui apparaît, qui fait toute l'importance, c'est le couple hôte-parasite. L'un n'existe pas sans l'autre. Il n'y a pas de parasite s'il n'y a pas son hôte, il n'y a pas d'hôte s'il n'y a pas de parasite. Et cette notion de couple hôte-parasite, elle repose sur un équilibre qui s'établit entre l'hôte et le parasite. Il y a des moments où l'hôte est très affaibli et le parasite prend le dessus. Il y a d'autres moments où l'hôte est bien portant, il dispose de tout son complexe immunitaire et le parasite se fait tout petit. Donc c'est une balance, c'est un équilibre. Et donc cette notion, il faut bien la saisir aussi. Il faut comprendre aussi ce qu'est un cycle évolutif. Le cycle évolutif, c'est un ensemble d'événements, c'est un ensemble d'acteurs qui font que le parasite passe et continue son espèce. Il passe d'un état à l'autre, mais il perpétue l'espèce et il continue, il pérennise un petit peu l'espèce. Et à travers ce concept de cycle évolutif, il y a d'autres mots qui apparaissent. C'est le mot hôte définitif, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir ce qu'est un hôte intermédiaire, ainsi que le mot vecteur, qui sont les principaux acteurs dans le cycle évolutif. Il faut aussi comprendre ce que c'est qu'un réservoir de virus. On parle souvent de réservoir de virus. Ce réservoir de virus a une importance capitale en prophylaxie. Donc, il faut savoir le définir. Ça, c'est des définitions que vous devriez connaître et qui peuvent être posées donc, au cours de l'examen. Cinquième objectif, il faut pouvoir citer les différentes voies d'entrée du parasite ainsi que ses voies de sortie. Comment est-ce qu'il pénètre dans l'organisme hôte et comment est-ce qu'il en sort. Et pouvoir également énumérer les différentes localisations. Il y a des parasites qui sont dans des cellules, d'autres qui sont dans le tube digestif, d'autres dans les vaisseaux sanguins. Donc il faut savoir localiser le parasite chez son hôte. Il faut aussi pouvoir et savoir énumérer les actions néfastes possibles du parasite sur l'hôte. Le parasite exerce des actions néfastes, il faut savoir les énumérer, ainsi que les réactions de l'hôte parasité, le sujet hôte, celui qui héberge le parasite. Donc, quelles sont les réactions possibles vis-à-vis de ce parasite. Tout ça, ça va être dans les cours. Il faut savoir définir le mot prophylaxie, et connaître le principe sur quoi repose cette prophylaxie, comment est-ce qu'on la déduit, et devant une parasitose donnée, pouvoir trouver une stratégie de prophylaxie.
avez une parasitose quelconque, et connaissant le cycle, connaissant le parasite, donc sa biologie, etc., on peut pouvoir déduire pour contrer cette maladie. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter la maladie? C'est des notions assez générales et qui s'appliquent à l'ensemble de la parasitologie. Ça, c'était les objectifs pédagogiques. Sans plus tarder, le premier chapitre, le chapitre de définition, vous allez avoir à peu près 8 à 9 définitions. Le premier mot, c'est la parasitologie. Qu'est-ce que c'est une parasitologie? Vous avez parasite et logos. Logos qui veut dire science, et la parasitologie, c'est la science qui étudie les parasites. Qu'est-ce qu'on entend par l'étude des parasites? C'est l'étude de leur morphologie, l'étude de leur systématique, c'est-à-dire leur classification biologique, et leur biologie, à savoir leur nutrition, leur habitat, leur reproduction, donc toutes les habitudes qui entourent leur vie, le secret de leur vie. Donc, mais c'est aussi, donc c'est la science qui étudie les parasites, mais c'est aussi la science qui étudie les maladies que provoquent les parasites. Quand je dis les maladies que provoquent les parasites, c'est leur clinique, comment est-ce que le parasite, d'abord, comment est-ce qu'il est transmis, comment qu'est-ce qu'il donne comme signe clinique, comment est-ce qu'on va le diagnostiquer, comment est-ce qu'on va le traiter. Quoique le traitement n'est pas inclus normalement dans le cycle préclinique, c'est après. Deuxième mot que nous aurons à définir, c'est le mot parasitisme. Comme tous les mots qui se terminent en isme, le parasitisme est un état. C'est une association, c'est un état, une forme de vie. C'est une association entre deux êtres vivants. Et cette association, elle est temporaire ou permanente. Et elle se fait toujours entre deux vivants, deux êtres vivants. Ce n'est pas des êtres inertes, c'est des êtres vivants. Et dans cette association, seul le parasite va tirer profit. Le deuxième être de l'association, c'est l'hôte. L'hôte, il se fait avoir. Il donne sans rien prendre. Le parasite, il prend, et l'hôte, il offre sans rien prendre. Donc, c'est une association qui est temporaire ou permanente entre deux êtres vivants, dont seul le parasite va tirer profit. De ce fait, on parle du couple hôte-parasite, parce que l'un n'existe pas sans l'autre. S'il n'y a pas un hôte, il n'y a pas de parasitisme. Et s'il n'y a pas de parasite, il n'y a pas d'hôte. D'accord? Et, je répète, l'équilibre dans ce couple, il est sous-tendu par le comportement du parasite par rapport à l'hôte et le comportement de l'hôte par rapport au parasite. Un point important, une remarque, un nota bene, le parasitisme s'oppose à la symbiose. La symbiose, oui, allez-y. La symbiose, c'est un mode de vie entre deux individus, entre deux êtres vivants, mais où il y a échange. Il y a un échange mutuel. Ils mettent à profit les bienfaits de chacun. Dans la symbiose, il y a un échange bénéfique pour les deux partenaires. Dans le parasitisme, il y a un sens unique vers le parasite. D'accord? On dira aussi, troisième définition, mais c'est toujours dans la même racine, on est dans le parasitisme, la parasitologie. Donc, on dira aussi que le parasite, c'est avant tout un être vivant, peut-être animal ou végétal. Il y a des phytoparasites et il y a des parasites animaux, qui de façon temporaire ou permanente, ça dépend, il y a des parasites temporaires, il y a des parasites permanents, se nourrit obligatoirement. Il ne peut pas vivre. Il est obligé
se nourrit obligatoirement aux dépens d'un autre être vivant. Et cet autre être vivant, on l'appelle l'hôte. C'est-à-dire, si j'ai une amibiase, l'amibe, c'est le parasite, et moi, je suis l'hôte. Le sujet parasité, c'est l'hôte, qu'il soit homme ou animal. Là aussi, une petite remarque. NB, ça veut dire nota bene, c'est du latin. Il faut savoir distinguer le commensal du saprophyte et du prédateur. Ce sont des concepts qu'on a tendance un petit peu, mais c'est très différent. Le commensal, dans la racine du mot et dans l'étymologie du mot, ça veut dire celui qui mange à votre table. Il partage avec vous les aliments. Si vous avez par exemple une petite poule dans votre jardin, ben, on peut la considérer comme commensale, elle peut partager un petit peu les restes de pain. Donc c'est celui qui partage avec vous le plat. Le saprophyte, c'est celui qui va se nourrir de substances, le plus souvent organiques, en décomposition. Mais après, il y a des extensions. Il y a des moments où en parlant de parasite, on dit saprophyte. Des fois, on a tendance à déformer. Et le prédateur, c'est celui qui prend carrément une proie. Le loup, par exemple, dans la forêt, s'il vient à chasser un lièvre, on dira que le loup est un prédateur et le lièvre une proie. Le prédateur, il prend sa proie, il la mange au peuple de quelqu'un. Par contre, le parasite, il n'a pas intérêt à tuer son hôte. Il a intérêt un petit peu à le laisser en vie pour pouvoir continuer à vivre dessus. C'est-à-dire que c'est pareil, bien sûr, on verra qu'il y a des parasites qui tuent sans pitié. Donc le prédateur, il prend sa proie, il l'avale et puis l'histoire est finie. Donc ça, c'est des petites nuances. Toujours dans ces définitions. Oui? Parlez plus fort. Le saprophyte, c'est celui qui se nourrit de matière en décomposition. À chaque fois, vous avez jeté une poubelle, il y a des choses dedans, elles se décomposent. Il y a plein d'êtres vivants, hein, des vers, des insectes qui vont aller se nourrir sur ces matières en décomposition. Ce sont, voilà, sur des déchets. C'est des saprophytes. Le commensal, c'est celui qui se nourrit de ce que vous nourrissez. D'accord? C'est pareil. Mais vous verrez au cours des cours qu'on vous donne que de temps en temps, on emploie le mot commensal ou le mot saprophyte. C'est-à-dire, ça c'est le sens propre du mot. Il y a toujours le sens figuré et le sens par extension. Ça, on déforme et on emploie des mots. D'accord. Alors, toujours dans ces parasites, selon leur localisation par rapport à l'hôte, on va distinguer des ectoparasites et des endoparasites. Il y en a qui vivent, les ectoparasites, ce sont ceux qui vont vivre sur la peau, sur les téguments, qui m'a par exemple le sarcopte scabelli, Sarcoptes scabelli, c'est le nom scientifique, de l'agent responsable de la gale humaine. L'agent responsable de la gale, c'est Job. Donc, l'agent responsable, c'est le sarcopte. C'est un ectoparasite. Il vit uniquement sur la peau. Il ne pénètre pas. C'est un ectoparasite. On peut donner également l'exemple du pouille. Il vit sur la peau. C'est un ectoparasite. Le moustique, quand il vient vous piquer, il vient prendre du sang, mais il pique sur la peau. Ce sont des exoparasites. Les endoparasites, ils vivent à l'intérieur de l'organisme. Ils peuvent vivre dans le tube digestif, comme l'ascaris par exemple, comme ils peuvent vivre dans les cellules.
ostium, l'agent du phallus. Ils peuvent vivre dans le macrophage, comme le toxoplasme. Ils peuvent vivre dans le sérum sanguin, comme le trypanosome. Ils peuvent vivre dans les vaisseaux sanguins, comme par exemple les bilaxies, le schistosome. Donc, les parasites peuvent vivre un petit peu partout. Ils peuvent vivre dans le système lymphatique, dans les vaisseaux lymphatiques. C'est le cas de certaines filaires. Donc, ils peuvent vivre un petit peu partout. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Bon, pour les ectoparasites, je reviens dessus, je n'ai pas précisé certains points. Alors, les ectoparasites, ça peut être des nuisants. Allez-y. Elle me dérange. Elle ne va pas peut-être transmettre, sauf si c'est la mouche tsetse ou les glossides. Elle peut piquer. J'ai donné l'exemple des sangsues, l'elga. Elle vient prendre du sang, mais elle ne transmet rien du tout. Comme ils peuvent être agents vecteurs, agents transmetteurs de maladies. Si je prends l'anophèle va me transmettre le paludisme, maladie parasitaire. Si je parle du pouls, le pouls va me transmettre des bactéries, des rickettsia, agents de typhus. Si je parle des arboricoles, si je parle des culex et de certains moustiques, etc., ils peuvent me transmettre des maladies virales. Il y a beaucoup de maladies virales transmises par les moustiques. Donc, ces agents ectoparasites, ils peuvent être responsables de maladies, comme c'est le cas de la gale. Ils peuvent être de simples nuisants, comme la sangsue, comme ils peuvent être agents vecteurs, transmetteurs de maladies, soit bactériennes, soit virales, soit parasites. Donc, ce sont des vecteurs. Autre définition, c'est le mot cycle évolutif. Alors, ce mot, il est composé. Il y a le mot cycle et le mot évolutif. Il dit au cycle, qu'est-ce que vous comprenez quand on dit un cycle? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Anna? Quand je dis cycle, c'est quoi? Pardon? Parlez fort, s'il vous plaît. C'est quoi quand je dis cycle chez Gipibel? Le cycle de vos études. Le cycle annuel. C'est quelque chose qui vient et qui revient. On revient. On ferme. C'est une boucle. Un cycle. Hein? C'est quelque chose de fermé. Et il est évolutif. C'est-à-dire, il y a un avancement. Donc, il y a une flèche, il y a un sens, il y a un déplacement. Donc, ce cycle évolutif, il a été défini, et j'ai gardé la même définition depuis des années maintenant. J'ai mis entre guillemets parce que c'est la définition qu'a donnée un auteur, dont le nom est précisé. C'est une suite inéluctable, c'est-à-dire obligatoire, une suite inéluctable des transformations que doit subir un parasite pour que, à partir d'un adulte géniteur, le géniteur c'est celui qui procrée, soit atteint le stade adulte de la génération suivante. Donc, si vous lisez correctement cette phrase, vous allez voir qu'un cycle évolutif, c'est une suite, donc il y a des événements A, B, C, D, etc. Voilà, 1, 2, 3, 4, c'est une suite d'événements. Ces événements commencent à partir d'un point qui est l'adulte géniteur, l'adulte capable d'engendrer, de donner des descendants. Et ces événements vont se
se répéter pour que, partant du point adulte A, on va arriver, les générations, donc ces enfants, ces descendants, vont arriver au stade adulte de la génération B. C'est-à-dire que c'est le même stade adulte, mais l'auquel en 1950, ou l'auquel en 51, ou en 70, c'est-à-dire que c'est plus tard. Mais c'est la même chose, c'est une répétition des mêmes événements. Point à préciser, ces transformations, ou métamorphoses, si vous voulez, elles ont lieu toujours dans le même ordre qui est très précis. C'est toujours la même chose. Le point 1, puis le point 2, puis le point 3, puis à travers les générations. C'est toujours la même chose. Donc, un ordre précis. Et ces transformations, ces événements-là, ils se passent soit chez un seul hôte, soit chez plusieurs hôtes. Et on parlera, si c'est chez le même hôte, on parlera de parasites monoxènes, de cycle monocène, c'est-à-dire avec un seul hôte. S'il se passe chez plusieurs hôtes, on parlera de cycle hétérocène. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Et je donne deux exemples. Je vais illustrer par deux cycles. Je vais vous montrer ici, la planche d'après. Alors, le cycle évolutif, il peut être direct, comme il peut être indirect. Donc, il peut être monoxène ou hétéroxène. Et généralement, quand il est monoxène, très souvent, il est direct. Peut être direct ou indirect. Donc, il est dit direct lorsque les larves infestent directement l'hôte et évoluent chez lui jusqu'à donner d'autres larves infestantes chez le même hôte. Tout se passe chez le même hôte. Je vais projeter un schéma. Et le cycle est dit indirect lorsque les larves, c'est-à-dire les descendants, passent obligatoirement par un, deux ou même trois hôtes différents avant d'aboutir à la forme infestante et avant de donner la forme adulte. On parlera de cycle indirect. C'est le cas du Thélias aginata, je vais projeter une petite remarque là aussi à propos de ces cycles directs et indirects. Plus le cycle est complexe, c'est-à-dire quand il est indirect et quand il est hétérocène, quand il est complexe, le parasite a moins de chances d'aboutir au stade adulte. Quand il perd ses germes, il perd beaucoup en chemin. Plus le cycle est long, plus il va perdre de germes. Donc, pour compenser ces pertes, généralement, de façon générale, les parasites qui ont des cycles complexes vont avoir une fécondité très très importante, très accrue. Cette fécondité, elle se traduit soit par une reproduction à l'âge adulte qui est très intense, par exemple le ténia va pondre des milliers d'œufs, soit encore, il peut se traduire par une multiplication asexuée au stade larvaire. Une reproduction asexuée, donc soit de manière sexuée chez l'adulte, soit de manière asexuée au stade larvaire. C'est ce qu'on appelle la polyembryonie. Et vous verrez cette polyembryonie chez le Cystidae. Vous la verrez aussi dans la schistosomiase ainsi que dans les dystomatoses. Vous verrez ça au fur et à mesure des cours. Plus le cycle est long et plus il y a de possibilités de reproduction sur le plan sexué et asexué. Donc la remarque est finie. Et on va définir un autre mot qui est pratiquement avec le cycle, c'est l'hôte définitif. L'hôte définitif est défini comme étant l'être vivant qui héberge le parasite sous sa forme adulte. C'est celui qui héberge l'adulte. L'adulte, c'est quoi? C'est quoi un adulte? C'est celui qui a la capacité d'engendrer, c'est-à-dire Yulin.
c'est le cas de l'oxylure, Enterobius vermicularis, c'est son nom scientifique. Donc, comme vous voyez, c'est ainsi, hein, c'est fermé, c'est toujours fermé ainsi. La contamination de l'homme se fait par la bouche, par ingestion, par le biais des mains sales. Il va avaler des œufs qui sont déjà embryonnés. L'embryon est à l'intérieur. Essayez d'avoir un petit laser, parce que quand j'essaye de mettre le secteur, il faut dire. Essayez d'avoir un laser la fois prochaine. Demandez un laser, les délégués. Demandez un laser, c'est plus facile pour expliquer les tâches. Voilà. Donc l'œuf va passer à travers la bouche. Il éclot dans le tube digestif. Et il va libérer des adultes, l'adulte mâle et femelle, qui vont vivre dans l'intestin, au niveau de la région iléocécale. Et la femelle, une fois fécondée, elle va pondre des œufs que voici. Ces œufs seront pondus au niveau de la marge anale. L'enfant qui est contaminé, lorsque la femelle commence à pondre, pendant le sommeil, le soir, quand le taux de cortisol est bas, l'enfant inconsciemment va se gratter l'anus. Parce que la femelle, quand elle pond, elle s'agrippe avec ses lèvres, donc elle détermine un peu l'urine, et l'enfant va se gratter. Quand l'enfant se gratte, il va ramasser dans ses doigts des œufs qui sont intestins. Il dépose des œufs, il ouvre le robinet, il dépose des œufs, il joue avec le stylo de sa maman, il dépose des œufs, il vient sur la table, il dépose des œufs, ainsi de suite. Donc, il va contaminer l'environnement. Et s'il y a d'autres enfants qui jouent avec lui ou qui sont avec lui, ils vont se contaminer dans cet environnement. De même que la maman. De même que l'entourage familial. C'est une maladie qui est manuportée. Vous verrez le cours après. Mais toujours est-il que, pour revenir à la notion de cycle direct, l'œuf qui est déjà un festin, qui contient l'embryon, est avalé par la bouche. Il éclot dans l'intestin, il libère des mâles et des femelles. La femelle fécondée va pondre des œufs qui seront déposés sur l'anus. L'enfant va propager les œufs dans l'environnement. Les autres individus qui sont dans l'environnement vont se recontaminer en avalant ces œufs. Donc c'est un cycle très direct. Il faut l'éviter, et ainsi de suite. Donc c'est un cycle direct. D'accord? Le cycle indirect, j'ai pris le cas du Taenia saginata qui comporte 2 hôtes. Mais il y a des parasites qui ont jusqu'à 3 hôtes intermédiaires. Donc, le Taenia saginata, c'est la même chose à peu près, sauf qu'il y a un hôte en plus. Hein. Vous avez le bœuf ici. Et vous avez l'homme. L'homme, c'est l'hôte définitif. Pourquoi? Parce qu'il héberge le Taenia adulte, en haut, il contient l'adulte, dans son intestin. Cet adulte, il vit dans l'intestin de l'homme. Donc l'homme est un homme définitif. L'homme s'est contaminé en mangeant de la viande de bœuf qui contient des larves cysticères. Voici la larve cysticère, elle est là. Elle est là, la larve cysticère. L'homme a mangé des brochettes. Là, les brochettes étaient mal cuites, pas suffisamment cuites. Et les brochettes n'ont pas eu de contrôle vétérinaire, donc et en mangeant les brochettes, on a mangé des larves cysticères. Les larves cysticères éclosent dans l'intestin, hein, les subdigestifs, ils servent le homo, et l'homme développe un Taenia saginata, le Taenia transmis par le bœuf. Le Taenia grandit pendant près de 3 mois, et après, un beau jour, le sujet, l'hôte, va trouver des anneaux dans ses selles. Des anneaux, ah maintenant. Ils ont été, donc ils sont tombés de la chaîne de Taenia et ils ont été éliminés avec les selles
Et ces anneaux vont tomber dans le sol, si jamais les selles ne sont pas bien jugulées. Hein. Dans le sol, elles vont se désagréger et libérer les œufs, les embryoformes. Ah, on va les œufs, c'est ça. Il faut trouver, c'est plus pratique le laser. Donc ça, c'est les œufs qui ont été libérés quand les anneaux se sont désagrégés. Le bœuf, quand il vient prendre de l'herbe, il va avaler en même temps des œufs. Les œufs éclosent dans le tube digestif du bœuf et ils vont emprunter la circulation sanguine pour aller dans les muscles, notamment les masséters, les muscles du cou, les muscles, l'ensemble de la carcasse. Donc, dans les muscles, il y a des petites laves qui font quelques millimètres, qui vont donc rester en attente jusqu'au moment où un homme viendra manger la viande insuffisamment. Donc c'est un cycle indirect. Les œufs, ils germent le bœuf, ou les œufs, ils éclosent chez le bœuf avant d'être transmises à l'homme si celui-ci vient à manger de la viande mal cuite. D'accord? Donc c'est un cycle indirect. On a vu l'hôte définitif, on a dit que c'est celui qui abrite le parasite à l'état adulte. L'hôte intermédiaire, c'est celui qui héberge la forme larvaire du parasite. Il héberge le parasite sous sa forme larvaire. Par exemple, si je reviens à l'exemple du Taenia saginata, le bœuf est un hôte intermédiaire parce qu'il hébergeait la larve cyticienne. L'homme est un hôte définitif pour Taenia saginata. Si je prends l'exemple du cystidatite, qui s'appelle Echinococcus granulosus, le cystidatite, lui, il a pour hôte définitif le chien, parce que le ver adulte qui vit dans l'intestin du chien, et il a pour hôte intermédiaire le mouton et l'homme. L'homme est un hôte intermédiaire pour Taenia saginata parce qu'il héberge la forme larvaire qui est le kyste. Un hôte intermédiaire peut être un hôte intermédiaire actif, comme il peut être un hôte intermédiaire passif. L'hôte intermédiaire est actif lorsqu'il se comporte comme un agent vecteur. Lorsqu'il il prélève le parasite chez un sujet malade et le transporte et l'amène vers un sujet sain. On parle de vecteur et on développera le mot vecteur juste après. Donc l'hôte intermédiaire actif est un vecteur, c'est synonyme de vecteur, c'est la même chose. L'hôte intermédiaire passif, pourquoi passif? Parce qu'il va abriter la forme infestante du parasite, mais il ne va pas vraiment la transmettre. Elle est là chez lui, il l'abrite uniquement, et Keshmenhar, Jib Sodfa, un homme qui vient prendre de l'eau par exemple, il vient prendre de l'eau dans un puits, et dans ce puits, il y a un petit arthropode qu'on appelle le cyclops, qui n'est pas visible à l'œil nu. Et dans ce cyclops, il y a des filaires de lédine, ce qu'on appelle des petites larves de filaires. Les filaires, c'est des vers très longs et filiformes, comme un fil. On les appelle les filaires. Donc, je suis dans un endroit désertique et puis on puise l'eau dans les puits pour boire. Je viens boire de l'eau. En buvant cette eau, j'ai bu des cyclops et dans le cyclops, il y avait des filaires de lédine. Quelques temps après, je développe une filaire de lédine, une dracunculose comme on l'appelle. Donc ici, l'homme intermédiaire qui est le cyclops n'est pas venu m'agresser, il n'est pas venu m'inoculer. Ça s'est fait par hasard. D'accord? Donc, cet hôte intermédiaire, ce cyclops, est un hôte intermédiaire dit passif.
dystomatose, c'est une maladie qui est due à un petit verre plat, non segmenté. Alors, dans le cas de la dystomatose, j'ai fait une salade avec des plantes qui vivent dans l'eau, des plantes, les pâturages herbés, des trucs crus, ou la sel, je ne les ai pas fait cuire. Et sur ces plantes-là, il y avait une forme infestante de la dystome, des dystomes. Il y avait la forme infestante, la métacercaire. Moi, j'ai fait ma salade, j'ai mangé. Donc, j'ai mangé, mais la métacercaire n'est pas venue m'agresser. Et le cresson n'est pas venu vers moi. C'est moi qui suis allée cueillir le cresson pour le manger. Donc, là aussi, le cresson, le pissenlit, sont des zones intermédiaires passives. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus vers moi, c'est moi qui, hypocritement, ai mangé ces plantes et je me suis contaminée par mes gars. Donc, ce sont des zones intermédiaires passives. Le cycle de Fasciola hepatica, c'est un cycle indirect, hétéroxale. Alors, il est un petit peu farfelu, je vais le simplifier. Donc, on l'appelle la double du foie, la petite double la grande double du foie. Fasciola hepatica. Donc, l'homme se contamine. Voilà, c'est pas clair. Pardon? Donc, l'homme se contamine, vous avez la petite cuillère, c'est le cresson. C'est les plantes aquatiques. C'est le courant peut-être. C'est pas le... C'est bon, c'est mieux. De toute manière, ces types seront repris plus tard. Ça, c'est des exemples. Donc, l'homme va se contaminer, vous avez la petite cuillère, en mangeant des plantes aquatiques. Donc, ces plantes insuffisamment cuites contiennent des formes infestantes. Quand les métacercaires éclosent, elles vont libérer la double. La double, c'est cette petite partie au numéro 8. Donc, la double s'installe dans les canaux biliaires, elle va pondre des œufs. Les œufs éclosent dans l'eau. Vous avez l'eau ici qui est représentée. Le petit truc. Donc, la double va éclore. Elle prend les œufs, c'est le numéro 1. Les œufs éclosent, ils donnent le numéro 2, c'est le miracidum, c'est une larve. La larve, dans cette eau, va chercher un autre intermédiaire numéro 1, qui est un escargot, bien précis. Linéaire trincatula, il faut cet escargot-là. C'est très précis. Hein. Elle pénètre dans l'escargot et elle va se multiplier sous forme larvaire ici. C'est le développement larvaire, la polyembryonie. Écoutez que quand le cycle est complexe, il y a des multiplications très actives. Donc ici, elle fait sa polyembryonie dans l'escargot. L'escargot, une larve, rejoue des milliers de larves. Va libérer comme si c'était un amplificateur. Peut-être une larve rejoue elle. Donc il va libérer des larves. Ces larves qui sont là, donc c'est la petite chose en numéro 5 avec une petite queue, c'est des larves mobiles dans l'eau. Ces larves vont aller à la recherche de plantes aquatiques précises. Le cresson, le pissenlit, la mâche, etc., etc. Elles vont sur ces plantes et elles s'installent à l'état enquisté, pissenel. Et ce sont là, les autres, donc la mâche, le pissenlit, le cresson, c'est des hôtes intermédiaires passifs. Parce qu'elles contiennent la forme larvaire, mais ils ne sont pas agressifs. Regardez, pour les jiches insères ou la haïwaniyok, les chiches, il n'y a pas de cycle. D'accord? C'est passif. Et donc, quand un homme ou un mouton ou un bœuf viennent goûter l'herbe, ben, la transmission va continuer. Mais vous voyez qu'il y a un autre intermédiaire, le numéro 4,
et l'autre intermédiaire numéro 6, la plante. D'accord? C'est des exemples. C'est un cycle hétéroxène et c'est aussi, il vous montre la polyembryonie. Le mot vecteur qui est un autre intermédiaire actif. À l'opposé, vous allez mieux comprendre l'autre intermédiaire passif. Le vecteur, on dira que c'est un arthropode, parce que c'est toujours un arthropode. Il est vulnérant, c'est-à-dire qu'il est agressif. J'ai comme ça, le moustique, quand vous dormez la nuit et vous êtes sous votre couverture, il viendra quand même vous piquer. Dès qu'il trouve une petite ouverture, il viendra vous piquer. Il est vulnérant parce qu'il est hématophage. Il a besoin de sang. C'est une obligation. Donc il est vulnérant. Ce n'est pas comme le cresson qui est dans la nature et qui attend que vous veniez le manger. Ce n'est pas comme le cyclops qui est dans l'eau et qui attend que vous veniez boire l'eau. D'accord? Donc, arthropode, vulnérant, hématophage, qui va puiser le parasite chez un sujet malade, il va le conserver avec ou sans transformation, avec ou sans modification, pour le transporter et l'inoculer à un autre sujet. Donc, et là, il y a toujours cette notion de transport et de passage d'un sujet malade vers un sujet sain, donc une propagation de la maladie. Le vecteur est un agent qui va propager la maladie. Cependant, oui. Que veut dire arthropode? Pardon? Arthropode. Que veut dire arthropode? L'arthropode, c'est dans la classification des animaux. Vous avez les insectes, vous avez les tiques, vous avez les puces, vous avez... C'est des arthropodes. Le mot arthropode veut dire qui a des pieds articulés et qui a un exosquelette. Il se multiplie par qui m'a le ver, qui m'a le moustique, qui m'a les sauterelles, tout ça c'est des arthropodes. Je ne sais pas. Ils ont des membres articulés et ils ont une carapace continueuse. Et ils ont un développement par mur. Les scorpions, les araignées, tout ça c'est des arthropodes. C'est un grand embranchement. D'accord? Donc ce sont toujours des arthropodes. Ils sont vulnérants, c'est-à-dire qu'ils attaquent. Pourquoi ils attaquent? Parce qu'ils ont besoin de sang. C'est un impératif. Donc le sang, il va l'utiliser chez les vertébrés, chez l'homme, chez les autres vertébrés. Je crois qu'il y a des fois des notions de spécificité. Donc dans tous les cas, le parasite, il est pris par cet arthropode, il est transporté vers un autre sujet. Au Chili, il y a plusieurs cas de figure. Il y a, en résumé, 4 cas de figure. Le premier cas de figure, le parasite est pris tel que, et il est déposé. Il est pris chez un sujet malade et déposé, inoculé au sujet sain. Qui m'a une mouche, مثلا, sur des matières fécales, sur des détritus. Et après, elle va se déposer sur un gâteau que vous avez oublié de couvrir. Elle a prélevé مثلا des amibes ou des bactéries sur les matières fécales et elle vous les dépose sur le gâteau. C'est un transport mécanique. Elle a pris c'est le premier cas de figure, un transport mécanique simple. Deuxième cas de figure, le vecteur prélève 3 ou 4 parasites de la bactérie, puis il va les multiplier. Dans son tube digestif, il va les multiplier. C'est le cas du pouls lorsqu'il prélève les bourrées. Dans le typus exanthématique, il prélève quelques bactéries et il va inoculer des milliers de bactéries. Il a multiplié les bactéries. Il y a un autre cas de figure où le parasite, où le vecteur va transformer le parasite, il va le faire mûrir, il va l'activer. Il reste une forme X, mais il va Y sous la forme
l'autre définitif. Elle ne va pas le toucher. Elle ne va pas l'affecter. Par contre, le vecteur, il va la transformer de manière à la rendre infestante. Dès qu'elle est inoculée, elle devient très virulente. C'est le cas maintenant des pilaires. Les moustiques responsables de la transmission des pilaires vont prendre chez les filaires, chez les sujets malades, vont prendre des larves de stade L1. Les micropilaires de stade L1. Et ils vont les transformer au stade L2 et au stade L3. Et c'est au stade L3 que ces pilaires vont être inoculés chez l'autre vertébré, entre autres chez l'homme. S'il inocule la forme L2 ou la forme L1, il ne se passera rien du tout, il n'y aura pas de transmission. Donc ici, le vecteur a joué le rôle d'un transformateur. Il a rendu infestantes des formes non infestantes. Quatrième possibilité, le vecteur va multiplier et il va transformer. Quel est le? Si je prends le cas de la maladie de Chagas, ou le cas de la leishmaniose, ou de la maladie du sommeil, chez les trypanosomatidés, le vecteur, la mouche vectrice, ou le phlébotom vecteur, va prélever des formes amasticotes chez le malade, il va prélever une certaine forme, le parasite d'une certaine forme. Il va d'abord le multiplier, et ensuite il va les transformer. Il prend des formes amasticotes, il va les transformer en forme promasticote métacyclique, c'est-à-dire infestante. Et quand le phlébotom pique un nouveau sujet, les formes qu'il va transmettre sont très virulentes et dès qu'elles sont sur la peau, elles sont adaptées et elles vont passer dans le corps du sujet piqué. D'accord? Donc, 4 possibilités pour le parasite chez le vecteur. Le vecteur qui est l'hôte intermédiaire. Et on va terminer avec les définitions. Le réservoir de virus. Vous avez 2 mots là aussi, le mot réservoir et le mot virus. Le mot réservoir, c'est une on cache pour les moments d'austérité. Et le mot virus ici, il est pris au sens large, c'est-à-dire c'est des germes, ça peut être des parasites, des bactéries ou des virus. C'est le germe. Réservoir de virus, donc le khatzel et le khatri, l'espèce, qu'elle soit bactérienne, parasitaire ou virale. Donc on le définit comme étant un être vivant chez lequel le parasite trouve asile, yilja. L'asile, c'est le melja. Donc il trouve asile, c'est-à-dire il travaille et il travaille personne. Jusqu'à ce que l'occasion d'une nouvelle infestation se présente. Donc si le parasite, par exemple, aime l'humidité et un certain biotope, il va trouver un être vivant au loin où se cacher, où il reste au ralenti généralement. Il reste en des ralentis, se cache jusqu'au moment où à nouveau les conditions se retrouvent et à ce moment-là, il se remet dans le cycle. Donc, il réapparaît et il se remet dans le cycle. Donc, le réservoir de virus, c'est réellement un asile pour le parasite. Donc, son importance, c'est qu'il assure la pérennité de l'espèce, il y a trop d'eau, et son maintien dans l'environnement. Et vous comprenez que pour éradiquer une maladie quelconque, il faudrait aller rechercher le réservoir de virus. Parce qu'en apparence, il va être c'est bon, mais il faut toujours essayer de détecter le réservoir pour aller s'attaquer à ce réservoir au moment de la population. Alors, le dernier mot, c'est le 9e, je me suis trompée de numérotation. L'anthropozoonose. Vous avez, très souvent les mots sont composés. Vous avez le mot anthropo, qui veut dire homme, entre, avec des H, anthropo.
c'est l'homme, zoo, c'est l'animal, et ose, c'est une terminaison pour toutes les maladies parasites. Donc on dira que les anthropozoonoses sont des maladies parasitaires qui sont communes à l'homme et à des animaux. Donc, et là aussi, les choses changent. Quand une maladie est strictement humaine, humaine et animale, ou qui trouve animal domestique, même des animaux sauvages, c'est encore plus compliqué au moment de la prophylaxie. D'accord? Si par exemple je veux lutter contre l'oxyurose, je vais aller dans les crèches, je vais traiter tous les enfants, je vais veiller à l'hygiène des mains des enfants, je vais nettoyer les poignées des portes et les jouets des enfants, je vais désinfecter les lieux. Elle est humaine. Si je veux m'attaquer à, par exemple, la leishmaniose, elle touche l'enfant et l'homme, et elle touche le chien. Et elle peut toucher le renard aussi. C'est plus compliqué. C'est déjà plus compliqué. Si je veux lutter contre l'idatidose, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il y a les moutons et les bovins et les chameaux et les chiens d'accord, donc plus c'est une anthropozoonose élargie, plus c'est compliqué au moment de la prophylaxie. C'est pourquoi je dis l'impact en prophylaxie est assez important. On va cavaler un petit peu maintenant les localisations des parasites chez l'homme. Vous voyez, la gère a des termes de parasites un peu partout. Alors, leur localisation, peut-être, si c'est un ectoparasite, on va la trouver sur les teguments. Si c'est un parasite digestif, on va aller le rechercher au niveau des selles, en faisant des examens de selles, etc., comme pour l'ascaris, par exemple, ou le Ténia saginata. Le parasite peut se trouver dans les tissus, tel que par exemple la trichie, c'est un ver qui va se trouver dans les muscles. Et donc on sera obligé de faire des biopsies musculaires pour faire le diagnostic. Il y a des parasites qui sont dans des cellules. Par exemple, dans le globe rouge, comme c'est le cas du plasmodium. Les leishmanias vont se trouver dans les macrophages. Par exemple, les pilaires, on peut trouver les pilaires certaines dans les vaisseaux sanguins au niveau du sang, et il y en a d'autres qu'on va retrouver au niveau de la lymphe. Donc, les parasites sont un petit peu partout. Donc, tous les tissus peuvent être parasités, mais chaque parasite a sa spécificité. Les actions du parasite sur l'autre, elles sont très nombreuses, et là, on les a énumérées, mais des fois, elles sont toutes impliquées, toutes ensemble, où on peut trouver 2 ou 3 actions. Donc, elles seront plus ou moins conjuguées. Et les actions aussi exercées sont la spoliation. Donc, ça peut être une perte de sang, une perte de vitamines, une perte de nutriments. Et chaque parasite a un pôle d'excellence. Les actions peuvent être toxiques. Donc les parasites, c'est des êtres vivants, ils respirent, ils font leur métabolisme, donc ils excrètent, ils sécrètent. Et tous ces excrétats et ces sécrétions sont des corps étrangers pour l'organisme homme. Donc ce sont des toxines pour l'organisme homme. Et il y a un autre fait, c'est qu'il y a des moments où on traite les parasites, en voulant déparasiter, notamment dans le cas d'une pilaire qui se trouve dans la cuisse, qu'on appelle la loise. Des fois, en voulant traiter cette loise, parce qu'elle a un médicament qui est très actif, en traitant à dose létale pour le ver, on tue le malade. Pourquoi? Parce que en lisant les vers, quand le ver se lise, il libère ses toxines et les toxines sont létales pour l'homme. Donc il faut beaucoup de prudence. Quand vous déparasitez, essayez d'aller doucement, parce que des fois en tuant le parasite, les toxines libérées tuent l'homme. Donc de la prudence. Il y a également une action mécanique, traumatique d'abord. Alors la question traumatique, elle consiste en
ont une destruction des tissus. Les amibes, par exemple, quand elles sont dans le côlon, et quand elles deviennent hématophages, elles vont acquérir des enzymes très lytiques qui vont détruire les tissus. Et les amibes, lorsqu'elles se développent à travers les vaisseaux, à travers le mésentère, elle va détruire carrément les tissus. Donc il y a un traumatisme tissulaire. De même que la douve, par exemple. La douve qu'on a vu tout à l'heure, Fasciola hepatica, en migrant pour aller vers les voies hépatiques, elle détruit, chemin faisant, le parenchyme, elle détruit le mésentère, le diaphragme, et ainsi de suite. Donc, lors de la migration, certains parasites détruisent les tissus. C'est une action traumatique. Il y a aussi une action mécanique, par compression ou par obstruction. Le kystidatite, par exemple, je ne sais pas si en égorgeant le mouton, vous avez eu l'occasion de voir le kyste. Des fois, le kyste, il grossit, il s'amplifie et il comprime les vaisseaux, les canaux, les nerfs. Et des fois, s'il vient à se développer dans un espace creux, il va obstruer la lumière, qu'elle soit la lumière en question, canalaire ou autre. Donc, c'est une action mécanique. Et puis, il y a aussi une action infectieuse. Les vers d'oxyure, par exemple, ou les douves, quand elles sont avalées par la bouche, et transportées au cours du cycle, elles vont prendre de l'intestin, les bactéries qui sont saprophytes de l'intestin, elles vont les transporter vers d'autres organes qui normalement sont stériles. La douve, l'intestin, à travers les tissus, le parenchyme hépatique devrait être normalement aseptique. Normalement, il n'y a pas de germes. Mais quand la douve vient, elle va ramener les germes de l'intestin vers le foie. Elle va créer des abcès et cette grande infection. Donc, et toutes ces actions, elles peuvent être isolées comme elles peuvent être associées. Les réactions de l'organisme vis-à-vis de l'hôte, la réaction de l'organisme hôte vis-à-vis du parasite, et vice-versa. Donc il y a de nombreuses actions qui s'établissent, mais en résumé, il y a des réactions qui sont dues au parasite et des réactions qui sont dues à l'hôte lui-même. Alors, du côté du parasite, les réactions seront plus ou moins sévères en fonction du degré d'adaptation du parasite. Il y a des parasites qui sont vraiment très adaptés à la vie parasitaire. Chez certains babéchats, ils passent inaperçus. Il se fait tout petit, il fait le moins de mal possible, si bien que l'organisme hôte ne s'en aperçoit pas. Oh là là, je ne sais pas si c'est. Donc, l'organisme hôte ne sent pas la présence du parasite. Et la cohabitation peut être très longue et passer inaperçue, asymptomatique. Par contre, il y a des parasites qui sont mal adaptés et à ce niveau, il y aura des réactions très intenses de la part de l'hôte et il y aura des réactions toxiques, allergiques qui feront que le système immunitaire va donner des réponses avec de l'hyperéosinophilie, des réactions d'allergie, etc. Et donc la symptomatologie clinique sera très importante. Par rapport aux parasites, bon, bien sûr, la quantité de parasites inoculés, si j'avale un kyste d'amide, ce n'est pas comme si j'avale une centaine de kystes. Donc, l'inoculum joue son rôle. Et puis, il y a des souches qui sont déroulantes et d'autres qui sont moins déroulantes. Au niveau de l'hôte, ça dépend avant tout du statut immunitaire. Si l'hôte est en bonne condition, s'il est en bonne santé, il va pouvoir se défendre. Et la plupart des parasites passeront inaperçus, ils seront acceptés. Si par contre l'organisme est affaibli, la moindre pénétration de parasites fera
l'habitude qu'on a à retrouver ce parasite? Est-ce qu'on a l'habitude, je prends le cas du paludisme, les Noirs africains qui vivent en zone d'endémie, le Mali, le Niger, le Nigeria, enfin toutes ces zones africaines impaludées, généralement les adultes qui vivent dans ces contrées ne font pas de forme sévère de paludisme. Quand ils font un paludisme, ça ressemblera un petit peu au tableau d'une grille. Et très souvent, ça passe inaperçu. Celui qui fait un lourd tribut au paludisme, de forme sévère, seront plus chez les enfants qui n'ont pas encore un système immunitaire bien développé. Et ils se verront aussi chez les femmes enceintes, parce qu'il y a un affaiblissement de l'immunité. Donc ce sont les personnes qui payent le plus lourd tribut au paludisme. Et aussi, n'oublions pas, les gens qui partent des régions non impaludées vers les régions impaludées, les zones d'endémie. Si un Algérien se déplace vers le Cameroun, ou le Mali ou le Niger, s'il ne prend pas sa chimioprophylaxie, il peut faire des formes complètes. Et on a eu pas mal de cas. Donc c'est ça ce que j'appelle le degré d'appréhension. Quand on est habitué au parasite, il y a une immunité qui s'installe et une sorte de paix armée. C'est-à-dire, moi j'ai un taux d'anticorps, le parasite est là et les anticorps sont là et on arrive à cohabiter. Mais si par exemple le noir africain se déplace de l'Afrique vers l'Algérie ou n'a pas en contact avec le parasite, si jamais il retourne, il va faire les formes graves. C'est ce que j'appelle le degré d'appréhension. Pardon? J'entends pas un bruit accent. Vous le verrez avec le paludisme, parce que là c'est des généralités, mais je suis à l'info. Si on a un peu de temps, après on revient. D'accord? Il reste pas beaucoup de temps. Les formes d'entrée du parasite, c'est très simple. Il peut être transmis soit par la voie orale, par la bouche, par des injections de glyce, par des œufs ou des larves. Il peut être transmis par injection suite à la piqûre d'un vecteur. Il peut être contracté par inhalation, c'est-à-dire par voie aérienne. Il peut être transmis également par contact vénérien, c'est-à-dire par voie sexuelle. Il peut être transmis de la mère au fœtus par voie transplacentaire. Il peut être transmis également par la voie transcutanée. Certaines parasitoses sont transmises parce qu'on marche pieds nus ou parce qu'on nage dans l'eau qui est souillée par des formes infestantes. Et le parasite passe par la peau. Il y a également un passage par la transfusion sanguine, comme c'est le cas du paludisme. Il peut y avoir également transmission par les greffes d'organes, d'autant plus que pendant la greffe, il y a une immunodépression. C'est le cas de la toxoplasmose, de la leishmaniose et d'autres maladies. Et par l'échange de seringues, c'est comme le transport passif du vecteur. Donc par l'échange de seringues chez les toxicomanes. Un toxicomane malade qui donne sa seringue à quelqu'un d'autre, dans la seringue, il peut transmettre les formes intestinales. Donc tout ça, c'est les portes d'entrée du parasite. Les voies de sortie du parasite. Les voies de sortie, c'est un petit peu le salut. Les voies de sortie permettent de faire le diagnostic de la parasitose. Vous voyez, vous identifiez, ah, ça c'est un ascaris. Le diagnostic est fait. Vous l'avez dit, j'ai un taureau, puis vous cherchez dans le taureau, et puis vous trouvez une larve de mouche. Ah, ça c'est le pillage. Ça fait partie des éléments diagnostiques. Et les parasites sont très souvent soit excrétés, soit sécrétés. Quand ils sont excrétés, c'est soit dans les urines ou dans les selles. Donc très souvent, on les recherche dans les urines, dans les selles. Ou dans les sécrétions. Les sécrétions, c'est la salive, c'est les sécrétions bronchiques, les crachats et parfois les parasites sont extériorisés par des plaies. La
capillaire de Médine, ben, elle sort par une plaie. Elle tourne sous la peau, elle tourne, et quand elle est mature, elle va faire perforer un petit point sur la peau et elle va sortir pour fondre ses larves dans l'eau. C'est le diagnostic. Les miasmes, qui sont des mouches à longue durée de vie larvaire, les miasmes, elles font leur migration dans des tissus qui la forme adulte, ils sortent par la peau, ils font un furon, ils sortent pour donner l'adulte, prêt à s'envoler. Et tous les stades larvaires, ils se développent dans les tissus. Et parfois, comme c'est le cas du disociatif, on s'aperçoit au stade de l'hôte jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort. On ne s'aperçoit pas du parasite jusqu'à la mort de l'hôte. C'est le cas du disociatif. Monsieur le ministre. Donc, ça, c'est les voies de sortie. Alors, on définit ce qu'est une prophylaxie. La prophylaxie, c'est l'ensemble des mesures prises pour éviter la survenue d'une maladie. Cette prophylaxie peut être générale, elle peut être individuelle. Qu'est-ce qu'on entend par prophylaxie générale? Elle est générale quand elle s'adresse à l'ensemble de la population, de la communauté. Et cette prophylaxie, généralement, elle consiste à couper les maillons de la chaîne épidémiologique, c'est-à-dire le cycle évolutif. Tout le cycle à la maladie, tout le RSA, où est-ce que je peux boycotter la transmission? Où est-ce que je peux agir? Par exemple, les œufs d'oxyure sont avalés par la bouche et l'enfant se gratte, il se recontamine et il est dissimulé. Comment je peux faire la prophylaxie? Ben, je vais lui mettre une grenouillère à ce bébé. Chaque enfant, je vais lui mettre une grenouillère que je vais cacher. Donc, il n'aura pas accès aux œufs. Je vais lui couper ses ongles et je vais l'empêcher de manger à chaque fois que je lui lave les mains avant de manger. Donc, il faut qu'on trouve des astuces pour pouvoir boycotter les différents maillons du cycle. Et c'est ce qu'il y a dans le schéma du cycle. Donc, on coupe. Là où c'est possible, on coupe pour boycotter la transmission. La prophylaxie individuelle, elle s'adresse à l'individu sain pour le protéger. Elle consiste à empêcher le contact de cet individu sain avec le parasite. Donc il faut laver les mains avant de manger, il faut éviter que les moustiques nous piquent en utilisant des crèmes répulsives, en utilisant des moustiquaires. Et il faut éviter que des larves traversent la peau, donc il ne faut pas marcher pieds nus, il faut porter des bottes, et ainsi de suite. Donc à chaque parasite, on adapte une mesure prophylactique. Il faut également bloquer le développement du parasite s'il venait à pénétrer, c'est le cas du paludisme qui est un fléau mondial. Donc, avant d'attraper, même si on le pique, prendre des médicaments avant même que le parasite ne soit transmis. Tellement ce parasite est grave. Donc, je commence à le traiter, donc pour éviter, pour bloquer le développement du parasite. Enfin, l'une des meilleures prophylaxies, c'est la vaccination. Mais malheureusement, en matière de parasitologie, il n'y a pas de vaccin qui est vraiment vu le jour. Chaque année, on a des promesses. Il y a un vaccin contre la leishmaniose, il y a un vaccin contre le palu, mais en réalité, il n'y a rien. La recherche semble aboutir, et après, quand on est à l'essai, ça ne couvre pas. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vaccin efficace. Il y a un vaccin contre l'hydratidose, mais en fait, c'est pas comme contre les bactéries. Un mot, et je conclue par ça. La systématique, ça veut dire la classification biologique. Alors, cette systématique, pourquoi je vous donne ces quelques trucs? Parce que ça vous facilite le langage.
langage. Ça vous permet de comprendre quand vous lisez, ça vous permet de comprendre. Il y a quelques petites règles qui ont été faites par des systématiciens, notamment par Carl von Linné. Et c'est celle que je vous donne, parce que maintenant il y a tout ce qui est biologie moléculaire, génétique, etc. Il y a une autre approche. Et là, je vous donne les approches classiques morphologiques. Donc, toutes les maladies parasitaires se terminent soit en ose, soit en as. Amibiase, amébose, giardiase, giardiose, leishmaniose. D'accord. Depuis l'apparition du manuel de Systema Natura de Carl von Linné, déjà en 1758, tous les êtres vivants, sans exception, aussi bien végétaux qu'animaux, ont été classés et on leur a attribué des noms. Qu'est-ce qu'il y a des noms propres, ce qu'on appelle la nomenclature scientifique. Chaque être vivant a le nom de genre et le nom d'espèce. Le nom de genre, on l'écrit avec une majuscule et le nom d'espèce, on l'écrit avec une minuscule. Et ces noms, ils sont latins, dérivent du latin. Et ces noms-là, ils sont, quand on veut écrire de manière scientifique rigoureuse, on les fait suivre par le nom de l'auteur. Et on met la date à laquelle l'auteur a découvert le parasite et lui a donné le nom. Par exemple, la mouche qu'on a dans les foyers, il y a Eschara musca domestica. Musca, c'est le nom de genre. Domestica, c'est le nom d'espèce. La mouche domestique. Mais c'est en latin. Et on fait suivre par Linné, le père de la nomenclature, 1758. C'est un nom scientifique. Et c'est la mouche ordinaire qui a les foyers. Et ça, jusqu'à domestica, Linné, 1758. Très bien. Et ce nom de genre et d'espèce, il s'écrit en italique. Depuis l'Italie, c'est la machine à écrire classique, on soulignait, on soulignait le nom scientifique. Maintenant, on l'écrit en italien. C'est l'écriture officielle. Vous verrez dans les cours, quand je vous les donne, tous les noms scientifiques, je les mets en italien. Alors, les gens qui sont voisins, qui sont proches, par exemple, Musca domestica, Musca patati patata, on les met dans un nom de famille. La famille va regrouper les gens voisins. Et à cette famille, on va mettre la désignance idée. Par exemple, Musca domestica, puis tous les gens, donc la famille des Muscidés. Le genre qui a servi de titre, Zidulucidés. Donc, Ikigaobucidés, par contre, c'est les mouches, la famille des mouches. Et les mouches, il y en a beaucoup. Voilà. Des fois, la famille, il y a des subdivisions. Elle est subdivisée en sous-familles. La sous-famille, on va lui donner la désignance innée, les Muscinés. Par exemple, les moustiques, ils sont classés dans la famille des Plunicidés. Et la famille des Plunicinés. Donc, innée, c'est la famille. Innée, c'est la sous-famille. D'accord? Alors, les familles sont regroupées dans un ordre, et l'ordre se termine en nida. Par exemple, une famille de Martida. D'accord? Et l'ordre peut se subdiviser en sous-ordre, et le sous-ordre s'écrit en ina. L'ordre, c'est ida, le sous-ordre, ina. Les ordres, eux aussi, peuvent se regrouper en classes, et la classe se termine en EA. EA. Par exemple, les
sporozoa, les sporozoaires. Vous avez également les classes qui peuvent se regrouper en embranchements, qui sont aussi les phyla. Embranchement, un embranchement, un phylum, des embranchements, des phyla. Donc, le phylum ou embranchement se termine tout simplement en arthropoda. Les arthropodes, c'est l'embranchement des arthropoda. Les embranchements, eux, se regroupent en sous-règnes et les sous-règnes se regroupent en règnes. Qu'est-ce qu'il y a comme règnes? Ça, c'est une classification morphologique ancienne, hein, il y a d'autres approches. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme règne? Il y a le règne animal, il y a le règne végétal, qui est la botanique, et il y a le règne des champignons, qui s'appelle le Rhénium congorum. D'accord? S'il y a des questions, rapidement, parce qu'on doit céder la place. Je crois que maintenant, c'est... Ouais, il y a des gens.